Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne, c'est trop compliqué ? Vous allez tout comprendre. Si vous aimez Trait d'Union, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'écoutez sur Apple Podcasts ou sur Spotify, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Une enquête discrète de plusieurs mois, des sacs de billets, l'influence d'un État étranger, voire plusieurs, un réseau de corruption et la chute d'une vice-présidente européenne, le cocktail est tellement dingue qu'avec Valentin Flamand, on a décidé de faire une suite à notre épisode Europe-Qatar, une Coupe du Monde sous influence. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à aller écouter le précédent épisode, vous comprendrez mieux celui-là. Salut Valentin. Salut Audrey. Merci d'être revenu. Quand tu m'as proposé l'épisode sur le Qatar, est-ce que tu t'attendais à un dixième de ce qui s'est passé ces 10 derniers jours ? Alors clairement pas, c'est vrai qu'en enregistrant l'épisode 1, on avait quelques doutes, surtout après notre entretien avec Manon Aubry, mais que ça prenne des telles proportions, honnêtement pas du tout. Justement, on va détailler un peu si vous n'avez pas suivi, et autant vous dire qu'il s'en est passé des choses. Pour tout remettre dans le contexte, au moment où on a sorti l'épisode précédent, on apprenait tout juste que la justice belge venait de réaliser un coup de filet, avec plusieurs arrestations dont celle d'Eva Kaili, l'une des 14 vice-présidentes du Parlement européen. Son motif, présomption d'organisation criminelle, de corruption et de blanchiment. En gros, elle et d'autres personnes sont accusées d'avoir accepté de l'argent pour redresser l'image du Qatar et influencer les votes du Parlement européen. Ici, c'est presque des amateurs. Littéralement, ils ont été pris la main dans le sac. Près d'1,5 million d'euros en cash retrouvés chez les principaux suspects. Comme dans les films, Audrey, avec liasses et valises de billets. Ce qui, bien souvent, est différent. On s'attend plutôt à des procédés intraçables. Par exemple, sur l'attribution de la dernière Coupe du Monde, on a de très forts soupçons de corruption, mais c'est extrêmement dur à prouver, puisqu'on n'a pas retrouvé de preuves, pas de sac de billets, et que d'ailleurs, il y en a probablement jamais eu. En tout cas, des billets, on en a retrouvé chez Eva Kaili, la vice-présidente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur elle ? Qui est-elle et qui est son compagnon qui est aussi mêlé à cette affaire ? Donc Eva Kaili est grecque, elle a 44 ans et avant de faire de la politique sous les couleurs du Parti socialiste local, elle était journaliste, elle présentait les JT en Grèce. Elle est en couple avec Francesco Giorgi, il a 33 ans, il est assistant parlementaire d'un député socialiste italien. Et c'est important, ce député préside la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et siège également à la sous-commission des droits de l'homme du Parlement. Mais pour revenir à notre affaire, au moins 150 000 euros en cash ont été trouvés chez eux. Le père d'Eva Kaili arrêté avec une valise de 600 000 euros dans la rue. Une grosse valise donc. Les avoirs de la grecque ont été gelés par l'autorité grecque de lutte contre le blanchiment d'argent et tous les deux ont été inculpés pour corruption, blanchiment, organisation criminelle puis écroués. Alors Eva Kaili n'a jamais caché ses liens avec le Qatar. Elle s'est d'ailleurs rendue en novembre dans le pays. Elle a été reçue en grande pompe par le Premier ministre, le ministre du Travail et le ministre de l'Énergie qatarien. Je vous montrerai l'une des photos officielles sur le compte Instagram du podcast. D'après son avocat, elle nie avoir reçu de l'argent du Qatar. Sauf que Valentin, t'as retrouvé un discours prononcé à son retour après cette visite officielle. Et c'est pas très subtil, n'est-ce pas ? Ouais, en termes de subtilité, on est plus au niveau d'un mec bourré en sortie de boîte à 3h du mat que d'une politicienne. Aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar est la preuve, en fait, que la diplomatie sportive peut réaliser une transformation historique d'un pays avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe. Je suis la seule à avoir dit que le Qatar est un pionnier en matière de droit du travail, en abolissant la kafala et en augmentant le salaire minimum. Malgré les difficultés créées par le fait que même les entreprises européennes refusent d'appliquer ces lois, ils se sont engagés dans une vision par choix et ils se sont ouverts au monde. Pourtant, certains ici appellent à les discriminer. Ils les intimident et accusent de corruption tous ceux qui leur parlent ou s'engagent, mais malgré tout, ils prennent leur gaz. Un discours qui, à la lumière des derniers événements, paraît un peu accablant, c'est le cas de le dire. 3 éléments de langage à retenir extrêmement importants ici et qu'on retrouve un peu partout. Le Qatar, pionnier des droits de l'homme. Si les mesures prises ne sont pas appliquées, ce n'est pas de la faute de l'État,
mais des entreprises européennes. Et puis d'ailleurs, les Européens sont quand même un peu ingrats de venir piquer leur gaz. Mais ce qui est encore plus accablant pour Eva Kaili, c'est les aveux de son compagnon Francesco Giorgi. Il a reconnu faire partie d'un réseau d'influence destiné à peser sur les décisions européennes au service du Qatar, mais également du Maroc, et on y reviendra tout à l'heure. Alors Eva Kaili, elle, continue de nier. Après son arrestation, le Parlement européen a décidé de la déchoir de son titre de vice-présidente. Un acte fort, à la quasi-unanimité. 625 voix favorables sur 628 exprimées. Alors pour rappeler le contexte, l'affaire de corruption a été révélée juste avant la session plénière de Strasbourg, qui a lieu en général une fois par mois. Je te raconte pas l'ambiance, Val. Avant Noël, c'est clairement pas cool, hein. Non, pas cool du tout. D'ailleurs, Roberta Metsola, la présidente du Parlement, a prononcé un discours d'ouverture bien vénère. Comme c'est une femme, je me colle encore une fois à la traduction. Elle a donc dit « Je crois qu'il ne serait pas exagéré de dire que ces derniers mois ont été parmi les plus longs de ma carrière. Je dois choisir mes mots avec prudence pour ne pas compromettre les investigations en cours ou porter atteinte de quelque façon que ce soit à la présomption d'innocence. Alors si ma furie, ma colère et mon chagrin ne transparaissent pas, soyez assurés qu'ils sont bien présents avec ma détermination que ce Parlement en sorte plus fort. Ne vous trompez pas, chers collègues, le Parlement européen est attaqué, la démocratie européenne est attaquée. Précision, Roberta Metsola est maltaise et elle a fait de la lutte contre la corruption dans son pays son cheval de bataille. Pays donc qui a été gangréné par la corruption. Donc on comprend que cette affaire passe très mal auprès de la présidente. Il faut rajouter aussi qu'Eva Kaili était vice-présidente et même s'il y en a 14 des vice-présidents au Parlement, ça peut paraître beaucoup, ils ont tous un rôle de représentation et un scandale de corruption à ce niveau, ça passe mal, ça donne l'impression que la pomme est pourrie, que l'arbre est pourri jusqu'au sommet. Mais Valentin, il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées dans cette affaire et parmi eux, Pier Antonio Panzeri, qui serait la pièce centrale du réseau. C'est ça, Pier Antonio Panzeri, c'est un ancien eurodéputé italien, socialiste et président de l'ONG Fight Impunity qui lutte contre l'impunité en cas de violation grave des droits de l'homme et de crimes contre l'humanité. Audrey, tu me l'accorderas, c'est quand même super drôle. C'est vrai, c'est un ancien eurodéputé, tu l'as dit, mais apparemment il avait encore beaucoup d'influence au Parlement européen. Il était administrateur de l'association des anciens députés, dont l'objet est de promouvoir les relations avec les actuels député, donc il était très souvent au Parlement. D'ailleurs, Jean Quatremer, le correspondant Europe de Libération, écrit dans l'un de ses papiers que Pier Antonio Panzeri a joué de ses influences chez les socialistes pour qu'Eva Kaili devienne vice-présidente. Donc il s'entend très bien avec Eva Kaili, mais aussi avec son compagnon, Francesco Giorgi, puisque Francesco Giorgi était l'assistant parlementaire de Panzeri au temps où Panzeri était député. Est-ce que c'est clair pour toi, Audrey ? Faut s'accrocher, mais on comprend que tout est lié. Oui, voilà. Et donc Panzeri est soupçonné d'être le rouage central, 600 000 € en cash retrouvés chez lui. Il a lui aussi été inculpé pour corruption, blanchiment et organisation criminelle, puis écroué. Précision quand même, dans cette affaire, un responsable d'ONG et le président d'un syndicat influent sont également inquiétés par la justice. Justice qui travaillait sur le dossier depuis longtemps, hein, Audrey. Oui, c'est une enquête de plusieurs mois qui a commencé en juillet, apparemment, avec des réseaux d'influence de très longue date, parce que ça prend quand même un petit peu de temps de corrompre des députés au Parlement. En fait, c'est très certainement les services secrets qui ont mis au jour ce réseau, italo-grec, on l'a dit, mais officiellement, ce sont les changements de position de certains députés qui ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs. C'est ce que m'expliquait Raphaël Cargueno, il est responsable du plaidoyer sur les questions d'intégrité pour Transparency International. Nous, on avait déjà eu un peu des bruits de couloir parce qu'effectivement, on avait remarqué que certains députés avaient complètement changé leur positionnement par rapport au pays qui est mis en cause actuellement. Bon, toujours, on attend les résultats de l'enquête, mais qui est le Qatar. Et c'est comme ça, en fait, que la police belge a décidé de lancer leur enquête parce qu'ils ont vu qu'il y avait un changement de positionnement qui paraissait un petit peu douteux et louche. Et s'il y a bien un changement de position qui a fait halluciner tout le monde, c'est celui de Marc Tarabella. C'est un eurodéputé socialiste belge d'origine italienne. Il fait partie des 17 personnes perquisitionnées, même si pour l'instant il a été laissé en liberté et qu'il faut rappeler la présomption d'innocence. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que Marc Tarabella, c'est l'une des toutes premières personnalités à avoir déploré l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Il dénonçait les conditions de travail des ouvriers étrangers, les soupçons de corruption, c'est quand même drôle. En 2014, il demandait même à ce qu'on retire l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Et puis,
quelques années plus tard, tranquillement, finalement, il trouve qu'on en fait trop. Il parle même de Qatar bashing. Alors forcément, Val, t'imagines que quand quelqu'un change du tout au tout comme ça interpelle. D'ailleurs, Manon Aubry nous en a directement parlé dans l'interview qu'on a fait avec elle. C'était bien avant que l'affaire ne sorte. Je pense notamment à des députés socialistes comme le Belge Marc Tarabella, qui il y a quelques années avait été assez vocal pour dire les violations des droits de l'homme et dénoncer les violations des droits de l'homme au Qatar, et qui manifestement en quelques années a changé d'avis. Ça a été assez frappant. Ça fait partie des députés qui sont opposés au fait d'avoir une résolution. Ce qui est assez incroyable, c'est que Manon Aubry, elle balance fort sur Marc Tarabella, et je le précise encore une fois, tout cela a été enregistré avant que l'affaire sorte. C'est dire les rumeurs qui devaient circuler au sein du Parlement européen. D'ailleurs, ce qui m'interroge, Audrey, c'est qu'on peut y rentrer comme ça au Parlement, comme dans un moulin, pour venir influencer, voire même corrompre des députés, sans problème. Bah ouais, c'est un peu le cas et c'est ce que l'affaire a révélé. Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'à Bruxelles et à Strasbourg, les lobbies, ou représentants d'intérêt comme on les appelle, c'est quelque chose de très courant, de très bien admis. Il y en a 13 000 enregistrés au registre des lobbies qui a été créé en 2011. C'est le deuxième plus gros registre au monde derrière Washington. Et il faut dire qu'un lobby, ça peut être à la fois une multinationale, une ONG ou même la représentation d'un pays. Et les politiques européens estiment qu'ils en ont besoin. Comme ils font des lois sur de très nombreux sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément, ils aiment écouter tous les sons de cloche en fait. Par exemple, sur un texte sur les quotas de pêche, ils vont écouter les pêcheurs et de l'autre côté, les ONG de défense de l'environnement. Oui, donc ce qui est important à retenir, je crois, dans ce que tu viens de dire, c'est que tous les lobbies ne sont pas synonymes de mal, non. Tous les lobbies ne corrompent pas les députés, et même ils sont essentiels au rouage de notre démocratie. Mais il y a quand même des règles pour encadrer ces pratiques ? Bah ça dépend. Si un lobby veut s'entretenir avec une personne de la Commission européenne, l'organe exécutif, là, il faut absolument qu'il s'inscrive dans le registre dont je t'ai parlé. C'est obligatoire. Le lobby doit décliner son identité, son pays, les moyens à sa disposition et même les dossiers qu'il souhaite influencer. Mais du côté du Parlement européen, eh bien, il n'y a rien d'obligatoire. Finalement, un député peut rencontrer sans problème un lobby qui ne joue pas la carte de la transparence. Il ne sera pas forcément sanctionné. Il n'y a rien d'obligatoire non plus en ce qui concerne les assistants parlementaires qui rencontrent des lobbies. Pourtant, on le sait, ils abattent un travail colossal et il n'y a pas de sanction si rien n'est noté officiellement. Et dans cette affaire, des assistants parlementaires ont été mis en cause, justement. Alors, pour te donner un petit chiffre justement sur l'inscription de ces lobbies au registre et sur le fait que les eurodéputés disent s'ils ont rencontré les lobbies ou pas, lors de la précédente mandature, certains députés ont annoncé avoir rencontré 2 lobbies en 5 ans, quand d'autres annoncent un chiffre de 400. Ouais, c'est des décalages qui paraissent incroyables. Il y a vraiment aucune sanction, même pas, je sais pas moi, un contrôle, un rappel au règlement, un mot dans un carnet de correspondance. Non, rien. Aucun organe pour enquêter. En général, tiens-toi bien, il faut que ce soit les ONG ou les journalistes qui mettent au jour ces manquements. Et en termes de sanctions, c'est une gigantesque usine à gaz. Le seul moyen pour qu'il y ait sanction, c'est sur conseil d'un comité consultatif qui est composé lui-même de députés européens et qui se rassemble uniquement sur la demande de la présidente du Parlement européen. Et une fois qu'ils se rassemblent et qu'ils estiment qu'il y a eu un manquement, ils conseillent si oui ou non de sanctionner, mais la seule décision de sanctionner appartient à la présidente ou à l'époque au président. Et nous avons remarqué que dans la législature précédente, sur 5 ans, il y a eu 24 manquements au code de conduite et 0 sanction. 0 sanction, on est donc sur une grosse culture d'impunité. Où les manquements au code de conduite ne sont pas sanctionnés, où on refuse obstinément de faire des réformes qui d'ailleurs se mettraient en fait le Parlement européen à peu près en ligne avec ce qui se fait dans d'autres parlements, ou en ligne aussi avec les recommandations de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe sur les questions liées à l'éthique. Et malheureusement, on voit qu'en fait, ces réformes n'ont jamais été faites. Et donc, quelque part, il y a un peu cette culture et qui fait que aujourd'hui, maintenant, on en paye les prix parce que, grosso modo, ce qu'on arrive à voir, c'est qu'il y a certains députés qui ont cru qu'il n'y aurait aucune conséquence pour leurs actes. En gros, Val, je pense que les mises en cause dans cette affaire se sont dit « Ok, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon, il n'y aura aucune conséquence. » Et on est passé du lobbying, de l'influence à la corruption. Je te paye de très gros sous pour que tu vantes mes mérites. Mais c'était sans compter sur la justice belge. J'imagine que face à ce scandale, il y a des propositions qui sont sorties. Oui, plusieurs voix s'élèvent pour qu'une autorité de contrôle indépendante soit créée. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment la création d'une autorité indépendante qui serait commune aux institutions européennes,
et qui serait un petit peu modelé sur ce qui peut se faire dans certains pays, notamment par exemple en France, comme la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, et qui aurait les possibilités et en fait les moyens d'enquêter en amont et de s'assurer que non seulement les rencontres avec les lobbyistes se font de manière déontologique, mais on parle aussi en fait de la gestion des conflits d'intérêts, de s'assurer que et il y a personne qui reçoit de l'argent pour proposer des amendements ou pour avoir un positionnement favorable. Et là, bon, en l'occurrence, on part du Qatar, mais on aurait pu vraiment, ça aurait pu arriver avec n'importe quelle autre organisation, même une entreprise ou un autre pays. Et bien sûr aussi qui gérait en fait le pantouflage, c'est-à-dire le mouvement entre l'institution et le secteur privé une fois que le mandat est fini, parce qu'il y a à savoir qu'aujourd'hui aussi, il n'y a strictement aucune règle sur cette question-là. Un député peut arrêter son mandat aujourd'hui et dès le lendemain devenir lobbyiste, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des démocraties. Alors, la présidente du Parlement a annoncé des réformes pour 2023. On verra si cette autorité indépendante voit le jour. En attendant, les députés ont voté pour suspendre instamment les titres d'accès des représentants d'intérêt qatariens, le temps que les enquêtes se fassent. Et puis, je voulais terminer là-dessus parce que ça m'a été demandé sur Instagram. En fait, on sait qui aurait été influencé, mais on ne sait pas très bien par qui. C'est pour ça qu'il y a eu une suspension générale des représentants d'intérêt. L'ambassade du Qatar s'est inscrite en faux en disant que c'était pas elle. Et comme il n'y a pas besoin de s'inscrire sur un registre, c'est peut-être un groupe d'intérêt non officiel qui a agi pour le compte de l'ambassade. Je prends évidemment des pincettes parce que c'est le flou total. Donc je l'ai dit, le Parlement en ce moment balaye devant sa porte. Il a d'ailleurs adopté une résolution. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est une résolution largement adoptée, en fait à la quasi-unanimité. 541 voix pour, 2 contre et 3 abstentions. Résolution qui s'engage sur 4 points. Le premier, créer une commission d'enquête sur les cas de corruption par des pays tiers et une commission spéciale sur la transparence, mais tout cela après le procès. Donc franchement, on a le temps. Second point, un appel à l'interdiction dans l'Union européenne des dons de pays tiers aux députés européens et aux partis politiques. Ensuite, troisième point, l'instauration d'une déclaration de patrimoine obligatoire au début et à la fin du mandat de chaque député pour vérifier qu'il n'y ait pas eu d'enrichissement personnel. Et on se demande pourquoi ça n'a pas été fait auparavant, parce que c'est quand même des règles basiques. Et puis, Valentin, on scrute aussi les textes qui ont été votés par le passé au Parlement. Oui, et c'est d'ailleurs le 4e point de la résolution. Tous les travaux liés au Qatar doivent être suspendus. Comme cet accord aérien passé entre Qatar Airways et l'Union européenne l'an dernier. En clair, des règles assouplies, plus de vols Doha-Europe. L'accord était déjà entré en vigueur, mais à l'aune des dernières révélations, le Parlement doute de la sincérité des votes. Et il y a autre chose qui est pointée du doigt, c'est le rôle de Francesco Giorgi. Alors on le rappelle, c'est l'assistant parlementaire d'un eurodéputé italien et le compagnon d'Eva Kaili. C'est ça, en tant qu'assistant parlementaire, il était chargé de ce qu'on appelle les résolutions d'urgence pour les socialistes. Alors ce sont des résolutions présentées au début de chaque session parlementaire à Strasbourg, au nom du groupe socialiste. Elles n'ont qu'une fonction symbolique, mais elles permettent d'affirmer des positions politiques. Et au cours de l'année, certains socialistes ont trouvé ça bizarre que les résolutions soient souvent favorables au Qatar et hostile aux Émirats, l'ennemi juré de Doha. L'ambiance est donc pas hyper sereine au Parlement. C'est clair. Ce qui est sûr, Audrey, c'est que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, on s'attend à de nouveaux rebondissements. Les médias grecs et italiens parlent de 60 députés mis en cause. Le ministre de la Justice belge s'attend quant à lui à saisir plus d'argent que les 1,5 million d'euros qui ont été trouvés à cette heure. Tout ça nous renvoie à ce que disait Christian Chesneau dans l'épisode 1. On est obligé de s'interroger sur l'influence réelle du Qatar dans nos démocraties. D'ailleurs, Valentin, je sais que tu as creusé le dossier. Oui, et ce qui ressort des ouvrages de Christian Chesneau, c'est une philosophie, une mentalité qatarienne. Quand on a un problème, on le règle avec l'argent. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on l'achète. Et tout s'achète, surtout les personnalités influentes. D'ailleurs, il y a une espèce de barème. Plus on est VIP, plus les cadeaux sont chers. Tout en bas de l'échelle, c'est un stylo. Pour un parlementaire, une Rolex, et pour un ministre, une montre Patek Philippe. Alors moi, je m'y connais pas en montre, mais ça vaut au moins 80 000 euros. Ça fait beaucoup de swatch. C'est clair. Et pour prendre l'exemple de la France, c'est comme ça qu'en 2009, Bruno Le Maire, qui était ministre de l'Agriculture, s'est vu offrir une montre Patek Philippe à 85 000 euros après une journée passée avec l'émir du Qatar en France. Précision, il a donné la montre au Mobilier National, il l'a pas gardée pour lui. L'ambassade du Qatar à Paris avait alors la réputation d'être
un distributeur de billets de 500 €. Mais il faut quand même dire que les choses changent depuis quelques temps, notamment avec les campagnes médiatiques autour du thème « Le Qatar achète la France ». Et la France n'est pas le seul pays touché. Non, et accroche-toi, puisque là, on passe à un autre calibre. Selon le Sunday Times, en 2015, le prince Charles, il n'était pas roi, mais juste prince, donc, aurait accepté des valises remplies de 3 millions en cash. Quand le scandale s'est ébruité, on a dit « Non, mais vous inquiétez pas, on a pris les 3 millions, on a tout donné à des assos ». Mais ce qui est quand même un peu bizarre, c'est que il n'a pas été au Qatar, il n'a pas posé avec le chèque, quoi. On lui a filé des valises dans un château chez lui, et puis ça s'est fait discretos. Mais rien d'immuable dans ces cadeaux, puisque les gens refusent. Par exemple, Emmanuel Macron, en 2019, a fait retourner des cadeaux que lui avait fait l'émir après un voyage au Qatar, et ça n'a pas vraiment plu à l'émir. Merci beaucoup, Val. Alors, pour en revenir à notre affaire, le Qatar n'est pas le seul pays soupçonné. Non, on le disait tout à l'heure, Francesco Giorgi a avoué travailler pour le Qatar et le Maroc. Et en fait, plus l'enquête avance, plus on se rend compte que le Qatar utiliserait des réseaux d'influence depuis pas très longtemps, mais que ces réseaux ont été construits depuis plusieurs années par le Maroc. D'ailleurs, selon les informations du soir, dès 2011, Pier Antonio Panzeri aurait noué des relations étroites avec le Maroc. À l'époque, il était président de la délégation Maghreb du Parlement européen, ce qui aide un peu. Alors, autant pour le Qatar, je peux comprendre qu'il y ait une volonté de recherche d'influence, mais pourquoi le Maroc ? Pour plusieurs raisons. La première, elle est économique. Chaque année, l'Union européenne verse des aides financières au Maroc. Ça se compte en centaines de millions d'euros. Et ces aides ont augmenté ces dernières années d'ailleurs. Et puis, il y a un point de vue de territoire. C'est l'enjeu de la reconnaissance du Sahara occidental. C'est un territoire immense qui est au sud du Maroc, disputé entre l'État marocain et les Sahraouis depuis la fin de la colonisation espagnole en 1975. Et puis enfin, il y a le scandale Pegasus. Alors pour rappel, c'est le scandale de mise sur écoute de dirigeants du monde entier qui avait été téléguidé par le Maroc, c'est ça ? C'est ça, et puis prochainement, le Parlement européen va ouvrir une commission d'enquête à ce sujet, donc rien d'anodin. Oui, donc on comprend bien que finalement, il y a des intérêts du Maroc au Parlement européen. C'est quoi le but de ces manœuvres ? Influencer une décision ou un vote, comme ça a pu être le cas avec la résolution dont on parlait dans l'épisode 1, mais aussi quelque chose de plus pernicieux, se construire un réseau de soutien, des gens qui ont une dette envers le Qatar ou le Maroc et qui seront activés en temps voulu pour prendre une position, défendre des intérêts, combattre un adversaire politique. Merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin, même si l'affaire, elle, continue. Valentin, on est parti pour en parler pendant plusieurs mois. Quel est ton regard sur cette affaire ? Le premier, c'est un peu de tristesse, puisque pour une fois qu'on parle de l'Union européenne et du Parlement, c'est pour quelque chose de négatif. Et ensuite, je crois que c'est important de rappeler que d'ici 1 an et demi, il y a des élections. Et donc, tout l'enjeu de cette fin de mandature, ça va être de voir comment le Parlement va s'en sortir. Est-ce que les mesures vont vraiment être appliquées ? Et si certains partis plutôt à l'extrême droite, qui vont faire campagne sur toute la corruption, etc., vont réussir à profiter de ce scandale. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Autre chose intéressante à souligner, c'est la réponse du Qatar après les mesures prises par le Parlement européen dont on a parlé. Refuser les lobbies qataris, arrêter le travail législatif sur les sujets en rapport avec les pays du Golfe. Le Qatar a répondu par la voix d'un diplomate en disant « ça peut avoir un effet négatif sur les discussions en cours sur la sécurité énergétique mondiale ». Tu vois, Valentin, on en revient à ce qu'on disait dans l'épisode 1. Le Qatar a du gaz et le gaz, c'est le pouvoir, alors il en joue. Cet épisode, maintenant, touche vraiment à sa fin. Merci beaucoup, Valentin. Merci de m'avoir invité, Audrey. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Et comme d'habitude, en attendant le prochain, vous pouvez retrouver le podcast sur Twitter ou sur Instagram. À très vite.